Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc petite introduction musicale pour vous souhaiter la bienvenue. Donc nous avons souhaité aujourd'hui faire un temps d'information. C'est vrai que nous travaillons depuis le début du mandat sur ces questions de transition écologique. Donc nous avons eu un été particulièrement chaud avec des records enregistrés en Europe qui ont mis à rude épreuve à la fois les populations mais aussi nos milieux naturels. L'augmentation de la température s'est augmentée d'épisodes caniculaires dans tous les pays européens avec des températures dépassant localement 40 degrés. À l'échelle de la France, nous retiendrons des incendies violents détruisant plusieurs milliers d'hectares dans la Drôme, l'Isère, la Bretagne et tout près de chez nous, ici en Nouvelle-Aquitaine, en Gironde. Selon l'INSEE, ce sont près de 11 000 personnes qui sont décédées à cause, en partie, de ces vagues de chaleur. Sur notre territoire, nous subissons depuis le mois de mai une situation de sécheresse longue, intense et particulièrement violente pour le milieu agricole et la biodiversité. Il ne s'agit là que des premiers effets du changement climatique à l'œuvre et il est probable que cet été fut le plus frais du reste de notre vie. L'avertissement est sans appel et donne raison aux scientifiques qui nous alertent depuis de nombreuses années. Nous, élus locaux, sommes en première ligne face au changement climatique, les premiers à devoir gérer les conséquences de ces phénomènes extrêmes auxquels nous devons nous préparer. En 2021, en adoptant le projet stratégique de Grand Poitiers, nous avons fait de la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ses effets la grande priorité de notre mandat. Nous nous sommes donné un cap, renforcer les solidarités et les transitions écologiques sur notre territoire. En effet, nous lions solidarité et transition écologique car nous savons bien que l'un n'ira pas sans l'autre et que ce sont les plus vulnérables qui subiront en premier lieu les problèmes d'accès à l'eau, à l'énergie et à l'alimentation. Nous savons que si rien n'est anticipé, si nous ne renforçons pas les solidarités, nous irons vers des conflits pouvant mettre à mal la cohésion sociale. C'est aussi le sens de la révision de notre plan local d'urbanisme intercommunal qui est engagé, du travail sur le plan alimentaire territorial, de la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial, de la mise en œuvre également de notre engagement en faveur des énergies renouvelables et des investissements massifs que nous faisons en faveur des mobilités alternatives à la voiture individuelle. Nous sortons d'une crise mondiale, sanitaire, sortir c'est peut-être même un grand mot, et nous avons éprouvé à travers des décisions difficiles combien il pouvait être douloureux de gérer et de s'adapter dans l'urgence et l'imprévu. La crise énergétique qui s'ouvre et qui affecte lourdement nos finances publiques, nos projets d'investissement et nos activités quotidiennes, nous montre également combien l'émancipation nous a manqué. C'est le sens de notre mandat, anticiper pour ne plus subir les crises. Tout n'est pas prévisible, mais les scientifiques qui, depuis des années, observent, étudient, analysent, prévoient l'évolution du climat et ses conséquences pour notre vie quotidienne, sont en mesure de nous aider à décider aujourd'hui pour demain. Alors qu'en 2022 a été publié le 6e rapport du GIEC, donc le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont les volets impact, adaptation et vulnérabilité d'une part et atténuation du changement climatique d'autre part, j'ai souhaité que notre Assemblée puisse prendre connaissance du travail fondamental et remarquable qui a été mené. Nous avons la chance d'accueillir ce matin donc 2 grands scientifiques, membres du GIEC, qui nous feront l'honneur de présenter les principaux enseignements de ce 6e rapport. Donc, Monsieur François Gémen, qui est le train qui avait quelques minutes de retard, mais vous voyez, on est dans les clous. Je précise que je mesure 1,82 m, ce qui est exactement la taille moyenne des Français.
chercheur en sciences politiques, directeur de recherche du laboratoire Hugo de Liège, spécialiste des migrations climatiques et des négociations internationales sur le climat, et vous êtes co-auteur du rapport du GIEC, et Madame Florence Abetz. Certains d'entre nous l'ont déjà d'ailleurs croisée par vidéo interposée quand on a déjà pu échanger sur la thématique de l'eau. Donc vous êtes hydroclimatologue, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des sécheresses et des ressources en eau, membre de l'Office français de la biodiversité. Donc je vous remercie. Pardon. Du Conseil scientifique. Et du Conseil scientifique. Bon, oui, quand même, c'est une petite bagatelle. Donc merci à vous deux pour votre présence, mais je tiens à vous remercier également pour votre engagement depuis ces longues années. Vous n'avez cessé de contribuer à l'amélioration globale des connaissances pour permettre aux décideurs que nous sommes, entre autres, à notre échelle, d'être à la hauteur du défi qui nous attend. Donc je vous propose que nous procédions en 2 temps. Nous commençons par votre intervention, un temps d'échange, puis l'intervention de Madame Abetz et un nouveau temps d'échange. Merci encore une fois de votre présence. Je vous laisse la parole, Monsieur François Gémen. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre invitation ce matin à Poitiers. Pardon de commencer avec un peu de retard, qui m'est effectivement complètement imputable. Donc, pour commencer, je voulais vous présenter une sorte d'état des lieux international de l'état actuel de la situation et essayer de vous montrer à quel point notre futur climatique va bien entendu dépendre des actions que nous allons poser, mais aussi des actions que d'autres vont poser. Donc d'essayer de faire un peu le point non seulement sur l'état de la situation, mais aussi sur ce que j'identifie comme plusieurs des grands blocages que nous devons et pouvons lever, et peut-être en insistant particulièrement sur le rôle des collectivités locales dans cette entreprise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder quelques instants cette publicité publiée il y a exactement 60 ans dans le grand magazine américain Life pour un groupe pétrolier, Humble, qui portait assez mal son nom puisqu'il se vantait chaque jour de pouvoir de fournir suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. La publicité nous fait rire jaune évidemment aujourd'hui, surtout quand on réalise que c'est une des rares publicités non mensongères de l'histoire de la publicité. Et elle témoigne, je pense, à suffisance de la manière dont on appréhendait dans les années 60 ces questions environnementales, c'est-à-dire comme d'un sujet au fond sur lequel on semblait ne pas vraiment avoir de prise, comme si l'action humaine n'allait pas vraiment pouvoir transformer l'environnement. Le résultat, vous le savez, c'est que nous connaissons depuis plusieurs années maintenant les impacts matériels du changement climatique. L'année 2014 a été l'année la plus chaude depuis l'invention du thermomètre, record battu en 2015, en 2016, 2017 médaille d'argent, 2018 l'année la plus chaude en France, 2019 détrône l'année 2017 sur le podium, et 2020 fait égalité avec 2016, 2021 du même ordre, et 2022 vraisemblablement risque de remporter la palme. Pourtant, nous avons encore volontiers tendance, dans le débat public, à qualifier ces années d'exceptionnelles. Quand on regarde la manière dont l'été 2022 a été décrit dans les médias et dans le débat public, on parle encore volontiers de l'été de tous les records, de températures exceptionnelles, sans véritablement réaliser à quel point nous étions désormais dans la nouvelle norme et dans une tendance qui est désormais structurelle. Vous avez sans doute déjà vu ce graphe qui est désormais assez connu, où les bandes horizontales représentent différentes latitudes, de Moscou en haut à Alice Springs en Australie en bas, et où chaque bande verticale représente une année donnée, de la fin du 19e siècle au début du 21e, et où les bandes verticales sont coloriées en bleu ou en rouge, selon que la température y était inférieure ou supérieure à la moyenne. Et comme vous voyez, tout au long du XXe siècle, on alterne entre les années bleues et les années rouges, jusqu'au début des années 2000, où
les années sont systématiquement coloriées en rouge à toutes les latitudes du monde. Ce qui veut dire que partout dans le monde, nous connaissons des années de plus en plus chaudes et c'est une tendance qui ne va pas s'inverser, en tout cas pas au cours du siècle. Je crois que beaucoup de gens pourtant s'imaginent encore que si nous arrêtions demain toutes nos émissions de gaz à effet de serre, on pourrait revenir en arrière et on pourrait connaître à nouveau le climat que nous avons connu au XXe siècle. Il faut absolument comprendre que ce n'arrivera pas. De notre vivant, nous ne verrons pas les températures baisser. C'est aussi pour ça, je crois, qu'il faut arrêter de parler de crise climatique, parce que l'idée de crise donne aux gens l'idée qu'il s'agit d'une période relativement brève avant un retour à la normale. Il n'y aura pas de retour à la normale, tout simplement parce que la nouvelle normale, la nouvelle norme, elle est devant nous et pas derrière nous. Et cette nouvelle norme, c'est celle d'une température qui sera de plus en plus chaude. Et donc il est essentiel de comprendre que nous sommes engagés dans un voyage sans retour, qui est une transformation profonde du climat et de ce fait de l'organisation de nos économies, de nos sociétés et de nos démocraties. La bonne nouvelle, néanmoins, c'est que nos actions aujourd'hui vont déterminer si les bandes verticales qui suivront, si on prolonge le graphique, seront plutôt rose pâle, rouge vif, carmin, grenat, écarlate, vermillon, cramoisi ou carrément violet. Et ça va dépendre de nos actions actuelles. Et tout se joue là parce que les impacts du changement climatique à 2, 3, 4 ou 5 degrés sont évidemment complètement différents les uns des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est absolument essentiel de comprendre. Pourquoi est-ce que les températures ne baisseront pas? Simplement parce qu'elles sont déterminées par la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et que les gaz à effet de serre vont s'accumuler dans l'atmosphère. Et donc il faut bien comprendre aussi que le changement climatique est un problème de stock et pas de flux. Et que si on prend le principal gaz à effet de serre anthropique, le dioxyde de carbone, il a une durée de vie d'au moins 100 ans. Et donc ça veut dire qu'il faudra, même si on arrête tout demain, il faudrait encore plusieurs milliers d'années avant que tous les gaz à effet de serre anthropique que nous avons émis ne disparaissent. Comme vous le voyez, on voit très bien sur ce graphe que la concentration dans l'atmosphère était relativement stable au cours du XVIIIe et XIXe siècle, autour de 280 parties par million, et puis qu'avec la révolution industrielle, ce taux a commencé à monter, et que nous sommes aujourd'hui un peu en dessous de 420 parties par million. Quand je suis né en 1980, nous étions à 337 parties par million, et chaque année, nous grimpons d'environ 2,5 parties par million. Le taux de concentration qui correspond à une élévation de la température de 2 degrés, c'est 450 parties par million. Nous sommes un peu en dessous de 420. Chaque année, on progresse de l'ordre de 2,5, 2,6. Vous n'aurez pas besoin d'un doctorat en maths pour réaliser que nous nous rapprochons très vite de ce seuil de 450 parties par million. Et c'est ça, bien entendu, qui crée l'urgence climatique. Il faut prendre la mesure de la rupture que cela représente avec le passé à une échelle de temps géologique. Au cours des 12 000 dernières années, la concentration de dioxyde de carbone est restée à peu près stable autour de 270-280 parties par million. Et puis vous voyez très bien qu'à l'époque contemporaine, cette courbe qui était relativement horizontale devient quasiment verticale. C'est
véritablement une rupture profonde en termes géologiques. Les 12 000 dernières années constituent la période géologique qu'on appelle l'Holocène, qui était caractérisée par le développement de l'agriculture et donc l'expansion des sociétés humaines. Et selon la plupart des géologues, cette rupture que nous avons engagée avec les grands équilibres fondamentaux de la planète, on parle ici du climat, on pourrait montrer des graphes du même type avec la biodiversité, et donc cette rupture dans ces équilibres fondamentaux marque la sortie de l'Holocène pour nous amener dans une nouvelle période qu'ils appellent l'Anthropocène, c'est-à-dire littéralement l'âge des humains. Lorsque nous parlons du changement climatique et lorsque nous le considérons dans sa durée, je pense qu'il est fondamental d'avoir ces échelles de temps en tête et de réaliser ce que notre empreinte humaine représente sur une échelle de temps géologique, échelle de temps dont malheureusement la plupart des gens n'ont aucune idée. Voici quelques messages échangés sur Twitter la veille du Nouvel An 2020. Je rappelle que la Terre a 4,5 milliards d'années. Merci de vous renseigner. Je voudrais maintenant mettre en avant 3 points qui me paraissent très importants dans le nouveau rapport du GIEC et qui n'ont pas forcément été les 3 points particulièrement mis en avant dans les médias, mais qui me paraissent absolument essentiels pour la manière dont nous allons pouvoir gouverner cette période nouvelle, l'Anthropocène. C'est une période où le changement climatique va non seulement modifier littéralement nos cartes de géographie, mais c'est aussi une période où nous allons devoir rebattre le jeu de cartes politiques et revoir toute une série de concepts que nous tenions pour acquis et sur lesquels sont largement fondées nos sociétés. C'est-à-dire que des concepts comme celui de puissance, de croissance ou de souveraineté sont des concepts que nous allons devoir redéfinir parce qu'ils vont être profondément questionnés par le changement climatique, mais aussi par l'érosion de la biodiversité ou d'autres enjeux écologiques. Premier message que je veux mettre en avant, c'est l'impératif de l'adaptation. Pendant très longtemps, nous avons mis une très grande distance psychologique entre nous-mêmes et les impacts du changement climatique. Nous avons volontiers cru que les impacts, c'était pour les autres, pour les générations futures ou pour les pays du Sud. Et nous regardions au fond ces impacts de la même manière que nous regardions le coronavirus lorsqu'il était encore confiné à Wuhan, en se disant que nous ne serions pas touchés nous-mêmes. Et puis nous sommes rattrapés par la réalité. Et donc, les sécheresses et vagues de chaleur que nous avons connues en France cet été, les inondations en Belgique et en Allemagne l'été dernier, mais également les vagues de chaleur qui touchent aussi le Canada, la Californie, il faisait encore 48 degrés en Californie il y a quelques semaines, doivent absolument nous conduire à l'idée que notre action contre le changement climatique ne peut plus aujourd'hui se limiter à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça reste évidemment la priorité essentielle, mais il faut aussi désormais que nous nous adaptions aux impacts du changement climatique. Et c'est absolument essentiel de faire les deux. Pendant longtemps, nous avons cru que nous parviendrions à limiter suffisamment nos émissions que pour éviter l'essentiel des impacts. Ce ne sera pas le cas. Et donc, ça veut dire que nous n'avons plus le luxe de choisir entre atténuer ou nous adapter. Il faudra faire les deux et nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes très en retard en matière d'adaptation et que nous avons énormément de leçons à prendre dans les pays du Sud. Et je crois que ça vaut aussi pour les municipalités. Il y a énormément de choses à apprendre lorsqu'on regarde ce que certaines municipalités dans les pays du Sud ont mis en place, notamment en termes de systèmes d'alerte à la population, par exemple, simplement parce que les pays du Sud ont pris beaucoup plus tôt que nous la mesure de leur vulnérabilité.
Deuxième élément, la nécessité de sortir d'une rhétorique ou d'un imaginaire binaire lorsqu'on parle du changement climatique. Aujourd'hui encore, nous avons volontiers tendance à voir le changement climatique comme une bataille que nous allons gagner ou que nous allons perdre. À imaginer que la pièce va tomber d'un seul côté, côté pile ou côté face. Et donc, tout le débat médiatique est jalonné d'injonctions qui nous donnent à penser que nous sommes face à un problème binaire. Dans 40 jours s'ouvre la COP27, vous allez avoir les titres du genre « La COP27 peut-elle sauver le climat ?» La COP de la dernière chance. Est-il déjà trop tard? Peut-on encore sauver le climat? 3 ans pour agir, 5 ans pour agir, 10 ans pour agir. Tous ces messages nous donnent à penser que le climat est quelque chose que l'on va sauver ou que l'on va perdre. Ce n'est pas le cas. J'ai envie de dire que si l'on voit le changement climatique comme un problème binaire, on va trouver 1001 raisons de se décourager. À quoi sert-il que la France agisse si la Chine ouvre 2000 centrales à charbon à chaque seconde? Ce n'est pas le cas, je vous rassure. À quoi sert-il que Poitiers agisse si le PSG fait Paris-Nantes en jet privé? À quoi sert-il que moi j'agisse si mon voisin vient de s'acheter un SUV et mange une côte de bœuf au barbecue tous les midis? On va trouver 1001 raisons de penser que notre action est inutile et ne parviendra pas à surmonter les forces contraires. Mais en réalité, on n'est pas face à un problème binaire. La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà perdu la bataille contre le changement climatique. Le changement climatique est là, va rester pendant toute la durée du siècle au moins, et il va falloir faire avec. Mais chaque incrément supplémentaire de température va faire une énorme différence et va causer d'énormes dégâts et des souffrances additionnelles à des millions de gens. Et donc ça veut dire que chaque tonne de CO2 qui n'est pas envoyée dans l'atmosphère va faire une énorme différence. Et donc ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune action contre le changement climatique qui soit inutile. Absolument tout va faire la différence et donc il faut absolument jeter toutes nos forces dans la bataille parce que tout va faire une énorme différence. Et je crois que vraiment, si on voit le changement climatique comme le problème graduel qu'il est, à ce moment-là, on peut retrouver du sens pour chaque action que nous allons entreprendre. Imaginez que, comme moi, vous cherchez à perdre du poids. Vous n'allez pas renoncer à faire du sport parce que vous avez mangé une pizza la veille. Vous n'allez pas vous dire « Ah, ça suffit, j'arrête de courir, il n'y a plus rien à faire, j'ai mangé une pizza, c'est trop tard, tout est fichu ». Vous savez très bien au contraire que si vous avez mangé une pizza la veille, vous allez courir 2 fois plus vite ou 2 fois plus longtemps le lendemain pour essayer de perdre les calories que vous avez accumulées la veille. Et vous savez très bien, si vous cherchez à perdre du poids, et je sais que c'est le cas de pas mal de Français, que chaque gramme que vous allez perdre est un gramme gagné. Et que ce n'est pas blanc ou noir, et que chaque kilo perdu, c'est déjà ça de gagner. C'est exactement le même état d'esprit qu'il nous faut avoir face au changement climatique. Troisième élément sur les questions d'inégalité. On savait déjà que le changement climatique allait exacerber les inégalités à la fois entre pays, mais aussi les inégalités au sein d'une société. Parce que les plus vulnérables sont plus touchés par les impacts du changement climatique, c'est-à-dire les plus pauvres, les plus âgés, les moins instruits, les moins connectés, les plus marginalisés. Parce qu'ils habitent dans des zones qui sont souvent plus exposées, parce que leur logement est moins isolé, parce qu'ils ont moins de ressources pour s'adapter. Ça, nous le savions. Mais ce que le nouveau rapport du GIEC nous dit en plus est fondamental. C'est qu'une société qui est plus inégalitaire est aussi plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Et que donc il y a un vrai risque d'entrer dans une spirale négative, un cercle vicieux, où le changement climatique exacerbe les inégalités,
qui à leur tour vont aggraver les vulnérabilités, qui vont aggraver les inégalités, etc. Pourquoi est-ce qu'une société plus inégalitaire est plus vulnérable aux impacts du changement climatique? Parce qu'un élément essentiel de la résilience d'une société face à ces impacts, c'est sa cohésion sociale. Ce sont les liens de solidarité qui existent entre les individus. Et donc, plus les individus seront isolés les uns des autres au sein d'une société, plus c'est la société dans son ensemble qui sera vulnérable aux impacts du changement climatique. Et donc, il faut absolument articuler les politiques de lutte contre le changement climatique avec des politiques sociales en faveur de l'égalité. Et trop souvent, nous devons reconnaître que nous avons considéré ces deux champs politiques comme déliés l'un de l'autre. Et ce faisant, nous avons aggravé des inégalités et donc renforcé nos vulnérabilités. Et il faut faire cela, pas seulement dans l'intérêt des plus pauvres, mais aussi dans l'intérêt des plus riches. C'est aussi l'intérêt des plus riches que la société dans son ensemble soit moins vulnérable. Et ça me paraît très très important, notamment quand on considère que toute une série de politiques que nous allons mettre en place pour lutter contre le changement climatique, que ce soit des politiques d'atténuation ou des politiques d'adaptation, vont parfois, elles aussi, renforcer ces inégalités. Je donne simplement deux exemples. En termes de mobilité, on met beaucoup l'accent sur la voiture électrique. Très bien. Et l'État, les collectivités vont souvent octroyer des primes à l'achat des voitures électriques. Mais soyons clairs, ces primes, pour le moment en tout cas, vont surtout bénéficier aux ménages les plus favorisés. Et les ménages les moins favorisés, primes ou pas, n'auront de toute façon pas les moyens d'acheter une voiture électrique. D'autant plus qu'il faudra encore au moins 5 ans pour qu'un vrai marché de l'occasion se développe. Et donc en réalité, les primes à l'achat des voitures électriques, c'est aussi, il faut le dire, un cadeau que l'on fait aux ménages les plus aisés, et ça risque de renforcer les inégalités dans une société. En matière d'adaptation, autre exemple, la Californie, qui est désormais régulièrement touchée par des feux de forêt, ça aboutit à ce que le corps des sapeurs-pompiers californiens soit rapidement débordé et doivent parfois faire des choix stratégiques de sacrifier certains territoires pour en protéger d'autres. Les compagnies d'assurance proposent donc désormais à leurs assurés les services de corps de pompiers privés qui ne vont pas chercher à éteindre l'incendie, mais simplement à protéger la propriété. Je n'ai aucun doute quant au fait que d'ici quelques années, ces corps de pompiers privés vont aussi se développer en France et que bien entendu les assureurs vont offrir ce service aux assurés les plus nantis. Déjà quand vous regardez les incendies de l'an dernier dans le Gard, il y a déjà certains villages et certains habitants qui font moult reproches aux pompiers et sont à la limite d'intenter des procès en questionnant les choix stratégiques des pompiers. Pourquoi est-ce que vous avez laissé brûler ma maison et choisi de protéger plutôt tel village? Il n'y a aucun doute que ces corps de pompiers privés vont arriver aussi en France. Et là encore, ça sera une mesure d'adaptation qui, bien entendu, va favoriser les plus privilégiés. Ce n'est pas les plus pauvres qui pourront se payer ce type de police d'assurance. Et donc, je crois qu'il faut faire très attention dans les politiques de lutte, de réponse au changement climatique, à ne pas accroître les inégalités et donc à ne pas accroître les vulnérabilités. J'ai encore 5 minutes ? Allez. Je passe rapidement sur ceci, on y reviendra plus longtemps si vous voulez, sur quelques éléments qui coincent et quelques obstacles qu'il faut lever. Nous avons donc l'accord de Paris qui fixe un cadre stable et de long terme pour la coopération internationale. C'est un signal très important qui est adressé au gouvernement. C'est un signal très important qui est aussi adressé aux marchés et aux industries sur une question de stabilité et de certitude dans l'action contre le changement climatique. La pierre angulaire de cet accord, c'est qu'il est universel. Et que donc il repose sur l'idée d'une coopération internationale unifiée où tout le monde est dans le même bateau et où tout le monde accepte de faire des efforts. Sauf que les efforts des uns
sont alignés sur ceux des autres. Je suis d'accord de faire ceci, si toi tu t'engages à faire cela. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il est triple. C'est que, 1, les engagements actuels ne sont pas à la hauteur des objectifs de l'accord de Paris, donc il faut les rehausser. 2, les engagements pour la plupart ne sont pas respectés, ce qui veut dire que les gouvernements font à chaque COP des résolutions de Nouvel An, des choses qu'on promet dans l'euphorie du moment et qu'on oublie dès le 1er janvier ou dont on réalise le 2 janvier qu'elles sont complètement irréalistes. Et évidemment, moins vous respectez vos engagements, plus vous êtes contraints à prendre des engagements de plus en plus ambitieux chaque année. Si vous vous engagez auprès de vos proches à perdre 5 kilos dans l'année qui vient lors d'une soirée de Nouvel An, et que pendant l'année, vous ne faites rien pour perdre 5 kilos, mais qu'au contraire, vous prenez 5 kilos, si vous arrivez au Nouvel An suivant et que vous dites à vos proches, ne vous tracassez pas, l'année prochaine, je perds 10 kilos, vous allez tout de suite être beaucoup moins crédible. Et aujourd'hui, les gouvernements sont dans cette logique, avec des objectifs et des promesses qui sont parfois complètement intenables. Le Royaume-Uni, qui a l'objectif le plus ambitieux de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, je vous le dis déjà, ils ne vont jamais le tenir. C'est juste un objectif qui est intenable. C'est comme si je promettais de perdre 50 kilos sur 15 jours. Troisième élément, ce qui va compliquer les choses, c'est évidemment la guerre en Ukraine. On est sur une idée de coopération internationale unifiée où tout le monde accepte d'être à bord du même bateau. Qu'est-ce qui va se passer dans 40 jours à Sharm el-Sheikh? On va devoir s'asseoir à la table avec les délégués russes. On peut exclure la Russie de la Coupe du Monde de foot, du concours Eurovision, on ne peut pas exclure la Russie des Nations Unies. Et ça va être difficile évidemment de faire comme si rien ne s'était passé. Et nous sommes souvent un peu myopes en tant qu'Européens à imaginer que la Russie est complètement isolée sur la scène internationale. D'abord parce qu'elle restera soutenue par la Chine et par l'Inde, qui bien sûr désapprouvent du bout des lèvres la guerre en Ukraine, mais n'abandonneront pas la Russie pour autant. C'est-à-dire qu'on discute ici du 1er, du 3e et du 4e émetteur mondiaux de gaz à effet de serre. Et que la Russie va naturellement se chercher des alliés en Afrique et en Asie, en leur vendant des céréales à bas prix ou du gaz à bas prix. On s'est félicité au début de la guerre d'une résolution des Nations Unies qui condamnait la guerre en Ukraine à une très large majorité. C'est se fourrer le doigt dans l'œil. Il y a 40 pays qui n'ont pas voté la résolution, soit qui ont voté contre, soit qui étaient opportunément partis aux toilettes au moment du vote. Ces 40 pays représentent la moitié de l'humanité. Et donc il y a un vrai risque, à mon avis, de scission dans la coopération internationale, où on aurait d'un côté des démocraties libérales qui auraient entamé leur transition énergétique ou qui au moins seraient convaincus de l'urgence de la réaliser, et de l'autre côté, des régimes autoritaires qui continueraient à vivre sur les hydrocarbures. Et donc le risque, c'est un vrai risque pour l'accord de Paris. Bien sûr, personne ne peut se permettre de ne rien faire contre le changement climatique, mais les mécanismes peuvent tout à fait être différents. Et donc il peut tout à fait y avoir une scission dans la coopération internationale, ce qui sera un élément de fragilisation considérable de l'accord de Paris. Autre élément important et autre blocage à lever, c'est la nécessité d'arrêter de nous regarder le nombril. Vous voyez à l'écran les émissions de CO2 sur 5 années, 1800, 1850, 1900, 1960 et 2019. Chaque petit carré que vous voyez à l'écran représente 10 millions de tonnes de CO2. Il y a 5 années représentées à l'écran. Si j'avais dû représenter toutes les années depuis 1800, il y aurait eu 18 diapositives remplies de petits carrés. Et tous ces petits carrés sont encore pour la plupart dans l'atmosphère à 20 km au-dessus de nos têtes, puisque évidemment, ces gaz à effet de serre ont une durée de vie très longue. En 1800, on émettait 30 millions de tonnes de CO2.
2 siècles plus tard, en 2019, on a multiplié par plus de 1000 ces émissions, puisqu'on a émis 36 milliards de tonnes de CO2. Mais je vous invite maintenant à regarder la couleur des petits carrés. Les émissions de l'Europe sont représentées par les carrés bruns. En 1960, l'Europe représentait 42% des émissions mondiales. 60 ans plus tard, elle ne représentait plus que 15%. Pas du tout parce que l'Europe avait réduit ses émissions, il y a évidemment plus de petits carrés bruns à droite qu'à gauche, mais parce que d'autres régions du monde s'étaient développées à leur tour et avaient suivi une trajectoire de développement carboné, singulièrement l'Asie, qui représentait 16% de mémoire, 16% en 1960, et un peu moins de la moitié, 60 ans plus tard, dont 28% pour la Chine. Ça veut dire que le futur de la lutte contre le changement climatique va très largement se jouer dans le bas du tableau, c'est-à-dire dans les pays qui aujourd'hui ne sont pas de gros émetteurs, mais qui risquent de le devenir demain lorsqu'ils se développeront à leur tour. En d'autres termes, si l'Afrique ou l'Amérique du Sud suivent la même trajectoire que les grands pays asiatiques, nous allons tous dans le mur. Ça veut dire que le futur climatique de la France, il ne va pas seulement se décider à Paris, ni même à Bruxelles, à Washington ou à Pékin, mais il va largement se décider à Lagos, au Caire, à Jakarta ou à Mexico. C'est-à-dire dans des pays auxquels nous ne nous intéressons absolument pas aujourd'hui. Et c'est une erreur tragique. Parce que autant ce que nous décidons à Paris ou à Bruxelles va déterminer le futur climatique du Bangladesh ou des Maldives, autant notre futur climatique, il va largement se jouer en Afrique, en Asie du Sud ou en Amérique du Sud. Et donc ça veut dire qu'il y a urgence aujourd'hui à travailler avec ces pays. Et les collectivités locales peuvent aussi développer des mécanismes de coopération décentralisés, de manière à ce que ces pays aient le choix, lorsqu'ils se développeront, de prendre une trajectoire décarbonée. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous considérons que notre action contre le changement climatique s'arrête à nos frontières. Que tous les pays sont obnubilés par l'idée de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et qui se fichent un peu de ce que fait le voisin. Alors que pour le climat, évidemment, ce qui compte, ce n'est pas nos émissions de gaz à effet de serre, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. L'action de la France contre le changement climatique, en fait, si la France a 10 milliards d'euros à investir dans la lutte contre le changement climatique, ces 10 milliards seraient vraisemblablement mieux investis en finançant des réseaux électriques en Égypte, des plans contre la déforestation au Brésil ou des panneaux solaires en Inde. Le problème, évidemment, c'est qu'Emmanuel Macron, il est élu par les Français. Et que si Emmanuel Macron, à la fin de son mandat, arrive en disant « voilà mon bilan climatique, j'ai fait ceci en Égypte, j'ai fait ça en Brésil, j'ai fait ça en Inde », ben, ses électeurs vont lui dire « dis donc, petit bonhomme, on t'a élu pour t'occuper de la France, pas pour t'occuper des autres ». Alors que pour le climat, il faut évidemment s'occuper des autres. Parce que les autres s'occupent aussi de nous, qu'on le veuille ou non. Et donc, il faut absolument envisager notre action contre le changement climatique comme une action qui doit dépasser nos frontières. Et ça, c'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, ça reste un blocage très puissant. D'autant plus que nous allons souvent utiliser, pour réduire nos émissions, des ressources et des matériaux qui pourraient servir aux pays du Sud pour réduire leurs émissions à eux. C'est-à-dire que nous allons aujourd'hui aller taxer le cuivre, le lithium et le cobalt dans les pays du Sud, et quand ils en auront besoin, eh bien, ils risquent tout simplement de ne plus y en avoir. Et nous n'avons évidemment aucun droit de dire aux pays du Sud comment ils doivent se développer, ou de leur imposer un mode de développement. Mais l'enjeu pour tout le monde, c'est de leur permettre de choisir un mode de développement décarboné pour que ça soit intéressant, économiquement intéressant pour eux de le faire. Je termine avec deux trucs. Bah, voilà, j'allais vous dire, bon, on a un petit peu dépassé, mais c'est difficile de s'arrêter. On est bien d'accord. Troisième blocage à lever, arrêtez de nous fixer uniquement des objectifs et des horizons de moyen et de long terme.
Aujourd'hui, on s'engage volontiers sur des objectifs de neutralité carbone 2035, 2040, 2050, sur un objectif 2 degrés maximum d'ici 2100. Le problème, c'est que tous ceux qui s'engagent sur ces objectifs savent très bien qu'ils ne seront plus en poste au moment où on atteindra le terme de ces objectifs. Quand les chefs d'État signent l'accord de Paris et s'engagent sur 2 degrés max d'ici 2100, ils savent tous très bien qu'ils seront morts en 2100 et qu'il n'y aura plus personne pour leur demander des comptes en 2100 et pour leur dire « dis donc, on n'y est pas du tout aux 2 degrés ». Le problème, c'est que on se fixe des objectifs qui, d'une part, vont dépasser le terme du mandat de ceux qui s'engagent à ces objectifs, ce qui veut dire que ceux qui s'engagent sur ces objectifs ne seront pas redevables et comptables du fait qu'on atteigne ou pas ces objectifs. Et d'autre part, le fait de mettre des objectifs de si long terme va faire souvent que nous allons en réalité procrastiner. Quand je fixe une deadline pour les travaux de mes étudiants, ils veulent toujours la deadline la plus lointaine possible pour leurs devoirs. Et je leur dis, mais ça ne sert à rien. Je sais parfaitement que vous allez faire votre devoir dans les 48 heures qui précèdent la deadline. J'ai été étudiant avant vous. Et donc je pourrais mettre la deadline la semaine prochaine, ça ne changerait rien pour vous. Mais ils veulent une deadline aussi lointaine que possible. Si je me dis je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je sais parfaitement que je vais continuer à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029 et qu'arrivé en 2029, je me dirai oh là là, catastrophe, trop tard pour rectifier la trajectoire. Tandis qu'au contraire, si je me dis que je dois perdre 1 kilo chaque année d'ici 2030, eh bien je peux me fixer une trajectoire, je peux corriger le tir si je ne suis pas sur la bonne trajectoire et surtout je peux me motiver à me dire que je vais y arriver et ce qui paraît une montagne infranchissable, d'un coup devient un chemin avec des balises. Le Financial Times, il y a quelques semaines, s'est amusé à mettre en relation les objectifs de neutralité carbone de plusieurs multinationales et la durée moyenne que passait un PDG à la tête de cette multinationale. LafargeHolcim, numéro 1 mondial du ciment, s'est fixé un objectif de neutralité carbone en 2050. Très bien. Le problème, c'est que d'ici 2050, au rythme actuel, Lafarge aura épuisé 13 PDG. Est-ce que le PDG numéro 12 va se sentir engagé par les objectifs climat de la PDG numéro 11, qui elle-même avait été appelée en urgence par le conseil d'administration pour remplacer le PDG numéro 10, qui avait mis les comptes de la boîte dans le rouge? Sincèrement, je ne crois pas. Si Donald Trump est réélu aux États-Unis en 2024, est-ce qu'il va se sentir tenu par les objectifs climat de Joe Biden? Sincèrement, je ne crois pas. Et donc je crois que ce qui est vraiment important pour nos sociétés aujourd'hui, c'est de définir non seulement des objectifs, mais surtout la trajectoire, de baliser cette trajectoire, ce qui permet à la fois de rectifier le tir si on n'est pas sur la bonne trajectoire, mais surtout de nous motiver et de nous montrer que nous pouvons y arriver ensemble parce que nous allons engranger des petites victoires qui seront autant d'étapes sur le chemin. Dernier point, la question de la sobriété. C'est assez dramatique qu'il ait fallu attendre une guerre en Ukraine pour qu'un concept comme celui de sobriété, qui était encore raillé et moqué il y a 1 an, s'impose dans le débat public sur toutes les lèvres et qu'on ait même ces scènes surréalistes de la Première ministre qui fait des conférences de presse avec une doudoune quechua. Aujourd'hui, c'est surréaliste cette image. Aujourd'hui, nous avons 84% de la production d'énergie primaire qui vient encore des énergies fossiles. Le nucléaire représente 4% de la production mondiale d'énergie primaire, les renouvelables 11%. C'est déjà assez grave comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a 20 ans, 22 ans même exactement, eh bien, les fossiles représentaient 86% des énergies primaires. Ça veut dire qu'en l'espace de 22 ans, malgré les alertes, malgré les rapports du GIEC, malgré Greta Thunberg, malgré Jean Covici, malgré Make Our Planet Green Again, on a réduit la part des fossiles dans le mix énergétique mondial que de 2 malheureux %. Alors que dans le même temps, le nucléaire s'était développé, quoi qu'on pense du nucléaire, et que surtout les renouvelables
avaient carrément explosé, que leur potentiel s'était démultiplié, que leur prix s'était effondré. Mais le problème, c'est que ces énergies à bas carbone n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles, mais se sont ajoutées aux énergies fossiles. Elles se sont simplement superposées aux énergies fossiles, parce que dans le même temps, notre consommation d'énergie n'a pas cessé d'augmenter. Tant que notre consommation d'énergie ne cessera pas d'augmenter comme elle le fait aujourd'hui, jamais les énergies bas carbone ne parviendront à remplacer les énergies fossiles. Et donc pour faire baisser notre demande énergétique, il va absolument falloir de la sobriété. Ça va être affaire de comportement individuel un peu, de chasse au gaspillage, et surtout de politique publique, notamment en matière de rénovation thermique des bâtiments en France, par exemple. Ça sera aussi affaire d'efficacité énergétique. Comment est-ce qu'on peut arriver au même résultat en utilisant moins d'énergie? Et ça va être affaire de recherche, d'innovation et de technologie. Et aujourd'hui, je déplore que dans le débat public, on ait encore si volontiers tendance à opposer les deux, à opposer la sobriété à la technologie, à opposer la sobriété à l'efficacité. Nous n'avons plus ce luxe de bourgeois que de pouvoir choisir entre les deux. Il va falloir faire les deux, et comme je le disais, il va falloir jeter toutes nos forces dans la bataille, notamment parce que nous devons aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Et donc ça, c'est vraiment aussi un message très important sur la question de la croissance énergétique et du mix énergétique. Voilà, j'en termine ici, pardon d'avoir été long. Merci beaucoup. Je crois que c'était pas utile c'était même pas du tout nécessaire d'interrompre vos propos, parce que je crois que c'est assez complet. On va laisser quand même un petit peu le temps aux échanges, si vous avez des questions. Et je ne sais pas si Aloïs est là. Oui, là-haut, voilà. Donc bienvenue, l'élu à la sobriété. T'as un petit peu une belle mission. Bien. Est-ce que vous souhaitez des compléments d'information, Robert? Oui. Moi, je veux bien d'abord merci pour tous ces apports que vous nous faites. Je ferai vous avez parlé tout à l'heure de comment dire, de réduire les inégalités, et vous avez pris l'exemple des voitures électriques. Je voudrais compléter par rapport à ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, c'est bien les catégories sociales favorisées qui bénéficient de ça, mais c'est pire que ça. Il y a une étude, je crois que c'est de la Fédération nationale de l'environnement, qui montre qui s'est attachée à l'utilisation des véhicules, et qui montre donc que les catégories populaires qui utilisent des véhicules au diesel rapportent environ à l'État, donc par les taxes qu'il y a sur ce carburant, environ 500 €, et alors que ceux qui utilisent les véhicules électriques donc rapportent moins de 200 €. Donc ça veut dire qu'en fait c'est pire que ce que vous avez annoncé, parce qu'en fait on a une redistribution à l'envers avec ce. Donc on a quelque chose qui de fait aggrave les inégalités. Voilà. Donc, et une question par rapport à la situation internationale. Vous avez parlé de la situation de la Russie et des alliés qu'elle peut avoir. Ce que j'ai entendu de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, c'est qu'il y avait quand même, depuis l'annonce de la mobilisation partielle donc en Russie, un changement des États dont vous avez parlé là, qui ont pris leur distance par rapport à ça. Donc est-ce que votre discours par rapport à ça, est-ce que vous avez tenu compte de ça, ou est-ce que ça modifie un peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure? Merci pour la question. Sur le premier point, vous avez tout à fait raison. Et je vais même aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'État ne se lance pas dans un plan massif de rénovation des logements? D'abord parce que c'est un investissement, mais surtout parce que les passoires énergétiques, c'est un jackpot pour l'État. C'est-à-dire qu'il y a une vraie question de fiscalité sur l'énergie.
plus les gens payent des factures énergétiques qui s'envolent, plus les caisses de l'État se remplissent. La crise énergétique actuelle, c'est un jackpot pour les finances publiques. Alors bien entendu, ça va peser sur le budget des collectivités, mais par contre l'État qui va percevoir les taxes et qui va devoir juste le chauffer quelques ministères, ben là par contre c'est un jackpot. Et c'est pour ça que de nombreux gouvernements sont si réticents à mettre en place des boucliers fiscaux et des boucliers tarifaires, parce que beaucoup d'États européens comptent sur cette crise énergétique pour renflouer leurs finances publiques. Et donc c'est là où on va avoir des injonctions complètement contradictoires, où d'un côté, vous pouvez vous dire c'est bien de mettre des taxes un peu pigouviennes pour décourager l'utilisation de carburants fossiles, mais d'un autre côté, ça a cet effet pervers que ça va décourager l'État d'investir dans la rénovation des bâtiments et dans des plans de rénovation thermique. Un autre obstacle massif à la rénovation thermique, c'est qu'il n'y a pas d'ouvriers dans le bâtiment pour le faire. Et que si on veut faire ça massivement, il va falloir assumer un recours important à de la main-d'œuvre étrangère. Et ça, politiquement, peu de politiques vont avoir le courage d'admettre que si on veut faire travailler les gens dans le bâtiment et massivement organiser une rénovation énergétique des bâtiments, c'est pas en France qu'on va trouver les maçons et les couvreurs. Aujourd'hui, 1 maçon sur 3 en France est étranger. Aujourd'hui, le secteur du BTP est désespéré pour savoir comment finir les chantiers parce qu'ils ne parviennent plus à trouver des gens. Et encore une fois, injonction contradictoire, plus nous allons aller vers le plein emploi, et c'est sans doute évidemment souhaitable pour la société qui est du plein emploi, moins les gens vont vouloir travailler dans le bâtiment. Vous avez aujourd'hui un taux de démission record en France parce que les gens vont chercher un boulot qui soit aligné avec leurs valeurs, et c'est une bonne chose que les gens s'épanouissent dans le travail. Et la bonne nouvelle pour l'économie française, c'est que sur 8 démissions sur 10, c'est des gens qui vont retrouver un boulot ailleurs, souvent immédiatement. Aux États-Unis, le problème, c'est que la plupart des démissions, c'est des gens qui vont carrément quitter le marché du travail, qui ne veulent plus travailler, qui estiment qu'ils ont assez d'argent et qui ne veulent plus travailler du tout. En France, les gens, les démissionnaires, dans leur grande majorité, veulent travailler, mais pour un autre boulot. Et donc, ça va être de plus en plus difficile pour des métiers dits pénibles, dans le bâtiment ou dans l'ORECA, dans la surveillance, dans le gardiennage, dans le nettoyage. Ça va être de plus en plus difficile de recruter des travailleurs. Et donc, il va falloir assumer un recours de plus en plus accru à des travailleurs étrangers. Autant vous dire que quand vous regardez le débat public sur l'asile et l'immigration, on n'est pas encore prêt du tout à envisager une sorte de logique gagnant-gagnant en termes d'immigration économique, par exemple. Sur le deuxième aspect de votre question, sur l'aspect international, effectivement, très clairement, la Chine et l'Inde désapprouvent la guerre en Ukraine. La Chine et l'Inde trouvent qu'il faut que cette guerre s'arrête le plus vite possible, mais sauf frappe chimique ou nucléaire, je ne pense pas que la Chine et l'Inde seront prêts à lâcher la Russie. Notamment parce que la Chine et l'Inde ne voudront pas du tout s'aligner du côté des Occidentaux. Et donc vont toujours essayer, c'est ce qu'avait assez bien saisi Emmanuel Macron dans son intervention aux Nations Unies, tout va beaucoup dépendre des pays considérés comme non alignés. Le problème, c'est que je ne pense pas que c'est en les haranguant de cette façon à la tribune des Nations Unies que les non-alignés vont se ranger avec les Occidentaux. Et donc, effectivement, je pense qu'il reste un vrai risque de scission dans la coopération internationale. Ce qui est frappant, par exemple, c'est de voir que la Chine a annoncé la suspension, ou plutôt la fin même, de son partenariat stratégique sur le climat avec les États-Unis, à la suite de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Ce partenariat stratégique avec les États-Unis, il avait été initié par John Kerry sous Barack Obama, et il avait survécu à Donald Trump. Il avait survécu à tous les différends commerciaux entre la Chine et les États-Unis, qui considéraient en quelque sorte que la question de la coopération sur le climat était sacrée,
et ne pouvait pas être parasité par des différends ou par des tensions d'autres ordres. C'est terminé. Et donc, moi, je crains effectivement qu'il y ait une sorte, malgré tout, de délitement de la coopération internationale. On ne va pas pouvoir faire de grandes photos de famille à Sharm el-Sheikh. Et vraiment, le seul espoir que j'ai de la COP27, c'est qu'on parvienne à avoir une déclaration finale à peu près vide et creuse. Si les Égyptiens parviennent à éviter un recul et un délitement majeur de la coopération, ça sera une prouesse diplomatique qui mérite qu'on leur érige des statues sur toutes les places de France. Et donc, c'est ça qui est terrible, c'est le décalage avec la réalité. Aujourd'hui, le plus grand espoir qu'on puisse avoir de la COP27, c'est qu'il ne s'y passe rien. C'est terrible à dire. Et s'il ne s'y passe rien, ça sera un succès total. Merci. Ouais, comment revenir après ça? Pour vous dire, j'ai une infection dentaire et votre discours m'a failli l'oublier, la douleur que j'ai pu avoir pendant cette heure qui vient de se passer. Vous préférez la douleur ou mon discours? Je préfère. J'ai compris. C'est quoi, un torticolis? Non, c'est une infection au niveau d'une dent qui me touche le nerf de la mâchoire. C'est vraiment c'est plutôt douloureux. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez parlé des aides pour les voitures électriques, mais c'est la même chose pour les aides sur la rénovation. Oui, aujourd'hui, il y a des aides pour les pompes à chaleur ou les chaudières granulées, et pour l'isolation, il n'y a pas grand-chose. Et je dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire, parce que c'est des mesures qui permettent de réduire les émissions, mais il faut faire attention à ce qu'il y ait aussi des mesures qui permettent aux moins aisés de réduire aussi leurs émissions. Tout à fait, ça c'était une petite parenthèse. Et la question que je me posais, aujourd'hui le mix électrique français émet pas beaucoup de CO2 par rapport au mix européen et j'imagine au mix peut-être mondial. Est-ce que vous pensez qu'il faut poursuivre dans le développement du nucléaire pour réduire les gaz à effet de serre en prenant en compte toute l'énergie pétrolière ou autre pour fabriquer ces centrales nucléaires? Est-ce que vous pensez que la balance est positive ou négative? Je ne pense pas que ça soit un bon choix. Parce que bien sûr, le mix électrique français est aujourd'hui largement décarboné grâce à l'énergie nucléaire, et il faut reconnaître ça. Et autant je suis favorable à ce qu'on laisse le parc nucléaire fonctionner aussi longtemps qu'il le peut, dans la limite évidemment des questions de sécurité, parce que c'est un investissement qui a déjà été réalisé. Mais pour ce qui concerne de nouveaux investissements, je ne pense pas que c'est là que l'argent est le mieux utilisé. Notamment parce que je pense qu'il serait mieux utilisé dans le déploiement des renouvelables. Et la France est très en retard sur ses voisins européens dans le déploiement des renouvelables. Enfin, ce qui est hallucinant en France, c'est qu'on va célébrer comme une sorte de grande victoire et de triomphe national l'inauguration du premier parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire. Mais la France a 3000 km de côte, la Belgique en a 64, et en Belgique, vous avez déjà 320 éoliennes offshore depuis au moins 10 ans. Et la Belgique est une naine comparée aux Pays-Bas, qui eux-mêmes sont archi nuls comparés aux Danois. Et donc, il faut pouvoir reconnaître que tant sur l'éolien que sur le solaire, la France est en retard par défaut d'investissement. Et donc, je pense que d'abord, cet argent qu'on investit dans les EPR, dans le nucléaire de nouvelle génération, serait mieux investi dans le déploiement des renouvelables. Et je pense qu'il faut pouvoir dire ça tout en reconnaissant l'apport du nucléaire actuellement à la décarbonation du mix électrique. Et que d'autre part, si on veut vraiment faire du nucléaire, j'irais plutôt regarder du côté du nucléaire au thorium que sont en train de développer la Chine et l'Inde. Nucléaire au thorium qui s'emploie avec des centrales à sel fondu, qui présente quand même deux gros avantages. Un, ça produit moins de déchets, ça produit des déchets quand même moins que l'uranium. Deuxième avantage, ça ne risque pas d'exploser. C'est-à-dire que les risques en termes de sûreté nucléaire sont beaucoup plus limités avec des centrales à sel fondu qu'avec des centrales à réacteurs eau pressurisés comme ceux que nous avons en France et dans quasiment tous les pays industrialisés. Parce que si vous avez un incident, un problème, eh ben le truc s'arrête et c'est tout.
Et donc ça veut dire que vous pouvez beaucoup plus facilement aussi déployer ce nucléaire dans des pays qui sont potentiellement moins stables politiquement. Parce que vous n'avez pas de risque, d'une part, d'accident nucléaire majeur, et vous n'avez pas non plus de risque que ces centrales se retrouvent au centre de conflit comme la centrale de Zaporijia en ce moment. Et puis, troisième élément, c'est que l'extraction du thorium se fait quand même beaucoup plus facilement que l'extraction de l'uranium. D'abord parce qu'il y en a beaucoup plus du thorium, il y en a sur les plages de Bretagne, et ce n'est pas un désastre écologique et sanitaire en termes d'extraction comme ce l'est aujourd'hui pour l'uranium. Le problème, c'est qu'en France, comme aux États-Unis ou au Japon, c'est trop tard. Parce qu'on a construit toute la filière nucléaire sur l'uranium et que c'est des décisions qui nous engagent sur 40, 50 ou 60 ans et que même si la France voulait redémarrer maintenant une filière au thorium, on prendrait 20 ou 30 ans pour rattraper le retard qu'on a maintenant sur les Chinois et les Indiens qui ont choisi cette voie. Et donc voilà, je pense que sur le nucléaire, on fait sincèrement les mauvais choix et moi je suis effaré de voir comme le débat sur le nucléaire en France devient un débat strictement dogmatique, archi-polarisé et complètement binaire, comme s'il s'agissait d'être pour ou contre, comme s'il n'était plus pas possible d'avoir une position nuancée. Je reconnais l'apport du nucléaire à la décarbonation du mix électrique. Je pense qu'il faut maintenir les installations nucléaires en l'état pour le moment, mais je pense que réinvestir dans le nucléaire, c'est un mauvais choix. Merci beaucoup. Je suis désolée, je ne vais plus prendre de questions. Peut-être qu'au moment convivial, on va poursuivre. C'est passionnant. Peut-être qu'il aurait fallu une journée chacun, en fait. On programmera ça mieux la prochaine fois. Florence Abetz, donc je vais vous laisser maintenant la parole. Donc, sur les impacts de ce changement climatique sur notre ressource en eau. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on va un petit peu changer d'échelle avec ma présentation. On va peut-être plus parler d'adaptation aussi sur le thème de l'eau. Voilà, donc moi je vais donc juste vous parler changement climatique et eau. Ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est quelques points pour aider à l'adaptation. Donc pour aider à l'adaptation sur la thématique de l'eau, eh bien il faut un petit peu comprendre les impacts, savoir les interpréter, et puis regarder un petit peu quels sont les risques et les solutions. Alors, tout d'abord, moi, je commence par un petit point d'alerte. Donc, les scientifiques, ils aiment bien dire qu'il y a des choses incertaines, mais en l'occurrence, pour l'eau, c'est particulièrement vrai. Hein. Les processus associés au phénomène précipitant, par exemple, sont assez mal vus par les modèles de climat. Et donc, je voulais juste bien redire que les projections climatiques ne sont pas des prévisions. On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 15 ans ou dans 30 ans. Voilà, donc bien prendre en compte cet aspect. Bon, par contre, la bonne nouvelle, voilà, c'est que le pire n'est pas certain. Après la présentation de François, on peut en douter, mais le pire n'est pas certain. Voilà. Et puis, donc évidemment, vous savez que comme il y a des incertitudes, moi ce que j'aime bien dire pour cette histoire d'adaptation au changement climatique sur l'eau, c'est qu'en fait il faut bien comprendre pourquoi ça change et qu'est-ce qui change. Et comme ça, même si le chiffre c'est pas 5%, c'est 4 ou 15, eh ben au moins il y a des choses qu'on sait, c'est la tendance, le pourquoi. Et du coup après, même si les chiffres sont pas les bons au prochain rapport du GIEC, c'est pas très grave. Alors, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi ça change. Donc, vous avez bien vu, hein, le problème, c'est que l'atmosphère se réchauffe. Et en processus physique, quand l'air il chauffe, il a tendance à monter. Et c'est le cas, du coup, avec la circulation atmosphérique qui a tendance à s'élever plus haut dans l'atmosphère. Donc on a une couche atmosphérique plus haute. Et là, qu'est-ce que ça impacte ? Eh bien, simplement, la circulation atmosphérique et la distribution des pluies sur Terre sont tout à fait liées. En particulier sur l'équateur, on a un air très chaud qui s'élève très haut. Et du coup, en s'élevant, ça fait des nuages et on a une bande de pluie. Au niveau de l'équateur, donc vous savez, c'est très humide, les tropiques. Par contre, l'air sèche qui redescend, crée plutôt des zones sèches
au niveau des 30 latitudes, donc le Sahara, etc. Donc ça, c'est la circulation générale. Mais qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement climatique ? Eh bien, on a cet air qui se relève plus en hauteur, du coup il s'étale plus loin en latitude, et du coup ça décale toutes les bandes de pluie et de sécheresse finalement. Et donc on a une modification de la distribution spatiale des pluies avec le dérèglement climatique. Et ça, c'est résumé par un rapport du GIEC, donc ça c'est un ancien rapport, mais c'est pas grave, c'est le même principe dans le nouveau, qui explique qu'on a des bandes qui seront plus sèches en rouge et plus humides en bleu dans le cadre du dérèglement climatique. Et donc nous, on est sur une bande plutôt rouge, donc plutôt sèche, avec ce dérèglement. Et en fait, on voit qu'il y a même plutôt 2 bandes qui sont bien rouges, c'est ce qu'on appelle les hotspots secs. Et ces hotspots secs, il y en a un dans la région européenne méditerranéenne, on va dire, et un autre qu'on retrouve sur le golfe du Mexique-Californie. Et donc François a parlé par exemple de ce qui se passait en ce moment en Californie. Voilà, on peut se dire qu'un proxy de ce qui va nous arriver, c'est potentiellement ce qui se passe là-bas, pour ce qui est en tout cas de l'eau. Un deuxième processus très important, c'est une petite courbe, c'est qu'en fait un air qui est plus chaud peut contenir plus de vapeur d'eau, et ça on va voir que ça a 2 gros effets. Donc vous avez ici une petite courbe avec la température et puis le contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère. Quand on arrive à maintenir la vapeur d'eau dans l'atmosphère quand la température s'échauffe, donc si on suit la courbe rouge, eh bien, dans ces conditions, on augmente de 7% d'humidité le contenu en eau de l'air par degré Celsius, donc c'est beaucoup. Et ça veut dire que finalement, quand il va pleuvoir, en particulier les pluies les plus intenses, elles vont pouvoir être encore plus intenses. Voilà, donc ça va se produire. Ça va se produire, mais ça se produit quand même parce qu'on apporte de l'eau au-dessus des continents par, finalement, de l'eau qui s'est évaporée par-dessus les continents essentiellement. Donc on a une advection d'eau, un apport d'eau, et la plupart du temps, en tout cas ça peut arriver qu'on arrive à maintenir cet équilibre, et dans ce cas les pluies peuvent être plus intenses. Le problème, malgré tout, le deuxième gros problème, c'est qu'en fait on n'arrive pas à apporter assez de vapeur d'eau sur les continents, et qu'en général du coup on a un déficit d'humidité dans l'air qui augmente. Et ça crée le deuxième effet très important, c'est que finalement on a un déficit d'humidité dans l'air, donc du coup on a une demande évaporative plus forte, et du coup on a un effet d'assèchement. Donc en fait là on a le même processus physique qui génère 2 causes complètement opposées, intensification des pluies intenses et assèchement du sol, et ça c'est en particulier lié à une cause qui est que l'air, effectivement, il y a une couche plus importante à humidifier. Et cet apport d'eau, il vient essentiellement des océans qui ne se réchauffent pas à la même vitesse que les continents. Et donc même si on arrivait à un équilibre aujourd'hui de température atmosphérique, il faudrait encore quelques centaines d'années avant que les continents arrivent à cet état d'équilibre. Donc de toute façon, on en prend quand même pour un certain temps avant de retrouver... donc ce risque de sécheresse, il va vraiment durer. Voilà, alors où est-ce qu'on en est de la ressource en eau en France ? Donc là, je vous mets une petite figure des volumes qui sont de ressources en eau disponibles en France. Donc c'est la ressource en eau disponible, c'est finalement celle qui s'écoule en nappe ou en rivière. Voilà, et donc vous avez une carte avec des valeurs qui dépassent les 800 mm par an en montagne et qui atteignent péniblement les 150 mm dans votre région. Donc on voit que c'est une région où il y a finalement peu d'écoulement. Et si on compare ces volumes d'eau disponibles, donc après elles circulent dans la rivière, donc elles vont s'accumuler tout le long du bassin versant, mais localement c'est la seule partie des pluies qui contribuent à la ressource en eau. Et donc si on compare ça à une consommation locale qui serait par exemple l'irrigation, on voit que ça peut être relativement comparable à la quantité d'eau qui peut être utilisée localement pour l'irrigation. Donc typiquement dans votre région, c'est exactement ça. À peu près 150 mm d'eau, c'est vraiment la dose qu'on peut utiliser par hectare sur les zones irriguées. Donc ça, pourquoi pas, mais ça veut dire que du coup, on consomme 100% de l'eau, de la ressource en eau disponible pour l'irrigation. Dans ces conditions, ça veut dire que tous les autres usages de l'eau, c'est-à-dire l'eau potable, ça veut dire le transport, ça veut dire l'énergie, tous ces autres usages, ils viennent
uniquement d'une solidarité amont-aval. Et donc ça, il faut bien se rendre compte que ces histoires de solidarité amont-aval, ils sont vrais tout le temps partout, et c'est très bien, mais que c'est plus facile quand on est à l'aval d'une montagne que quand on est à l'aval de collines qui sont moins finalement abondantes en eau. Donc ces enjeux de partage de l'eau finalement et de partage des usages de l'eau, ils ne sont pas également répartis dans le territoire parce qu'on n'a pas les mêmes apports en eau en amont en particulier. Donc c'était juste un petit contexte. Et encore en termes de contexte, si on regarde l'évolution de la ressource en eau ici, ce sont des débits dans le passé, donc sur ici une soixantaine d'années, eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'en gros, on a un gradient nord-sud au niveau européen, avec des débits qui ont tendance à un petit peu augmenter plutôt du côté de l'Angleterre et plutôt diminuer dans le sud de l'Europe et toute une partie de la France. Et donc, c'est quand même des diminutions qui sont assez importantes, 20 à 30%. Et ce qu'on sait aussi, donc on a déjà observé cette diminution. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'attribution de ces diminutions, notamment dans le sud de la France et l'Espagne, elle n'est pas uniquement liée au changement climatique, elle est liée à d'autres facteurs. Et cet autre facteur, c'est forcément les prélèvements humains. Donc on a ici, en plus, voilà, comme toujours, hein, on a le dérèglement climatique plus notre action qui soit associée ou pas à ce changement climatique. Alors qu'est-ce que c'est les projections ? Vous avez sans doute entendu parler du fait qu'avec les projections climatiques, donc c'est pour ça que je suis assez prudente moi, parce que honnêtement d'une génération de projections climatiques du GIEC à une autre, on n'a jamais les mêmes chiffres, donc c'est pour ça que je suis assez prudente. Mais grosso modo, on anticipe d'avoir moins de précipitations dans le sud de la France et Poitiers. Un coup est au sud, un coup est au nord, et on en a plutôt plus au nord. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Bon, encore une fois, beaucoup d'incertitudes sur ces chiffres, donc je ne vais pas trop les commenter, mais en gros, c'est la tendance. Et finalement, qu'est-ce que ça donne comme impact ? Eh ben, vous imaginez bien, donc plus ou moins de pluie, mais de toute façon toujours plus d'évaporation. On a quand même une tendance à avoir une diminution des débits et sur l'ensemble de la France. Et ça, c'est la carte en termes de changement annuel des débits. On voit qu'il y a dans cette projection-là, dans cette estimation-là, juste un petit coin où ça bougerait très peu, mais partout ailleurs, c'est une diminution. Ça, ce sont les débits annuels. Si on regarde ensuite les débits en hiver ou en été, on voit qu'il y a guère qu'en hiver où parfois on a eu une augmentation des débits, et c'est très limité, essentiellement dans les zones de montagne, où aujourd'hui il y a beaucoup de manteaux neigeux. Ça veut dire que en fait, ces manteaux neigeux, il est moins disponible dans le futur, il fait plus chaud, il y a moins de neige, et du coup on a plus d'écoulement, donc c'est pas non plus une très bonne nouvelle. Et ailleurs, on a quand même tendance à avoir une diminution des débits. Donc on a finalement une réduction de la ressource en eau un petit peu partout en France, en moyenne par saison, ce qui ne veut pas dire qu'évidemment on n'aurait pas forcément des crues associées à des pluies intenses. Si on fait un petit zoom en termes d'estimation de l'évolution de la durée des sécheresses, vous avez ici des figures qui présentent les résultats qu'on peut avoir sur les rivières à gauche et sur les nappes à droite. Donc vous avez des couleurs qui sont de l'ordre du jaune, ça fait des évolutions de l'ordre de 20 à 30% de la durée des sécheresses en plus par rapport à aujourd'hui. Bon, il faut bien voir que c'est un chiffre de climatologue, c'est-à-dire c'est une moyenne sur 30 ans. Ça ne se distribue pas du tout de façon continue, c'est-à-dire que on ne va pas gagner un mois de plus en sécheresse tous les ans, non. C'est-à-dire qu'il va y avoir des épisodes de sécheresse qui vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, ils vont être répartis dans le temps, et c'est ça aussi la difficulté, c'est-à-dire qu'on va connaître des types de sécheresse qu'on avait peu connus dans le passé, qu'on commence à toucher du doigt, et qui mettent en danger aussi notre façon de gérer l'eau aujourd'hui, donc en particulier en amenuisant fortement les stocks. Ce que vous voyez aussi, c'est des zones en rouge. Donc ça, c'est des zones qui vont être quasiment totalement asséchées, et on voit notamment des toutes petites têtes de rivières, là, les têtes de bassin, qui sont actuellement souvent des rivières assez riches en biodiversité, et qui risquent de disparaître complètement, notamment parce qu'elles ne sont plus du tout soutenues par les nappes qui sont trop basses. Et pour les nappes, on voit des zones aussi très rouges, qui sont des zones où, notamment, on a beaucoup de prélèvements, souvent pour l'eau potable. Et voilà, ça remonte du doigt la connexion, voilà, changement climatique, usage de l'eau. Aujourd'hui, il y a sans doute des prélèvements pour l'eau potable qui ne seront pas durables dans une situation climatique future.
Donc ça, c'est des résultats un peu zoomés sur la France, mais si on regarde au niveau européen, on a exactement le même type de résultats. Et donc, comme le disait François, chaque demi-degré compte, et effectivement, c'est pas du tout la même chose de passer de 1,5 degré à 2 degrés ou de 2 degrés à 2,5 degrés. Et ça, on peut le dire même de façon très égoïste en tant qu'Européens et que Français. On a tout intérêt à atténuer car ça diminue en fait l'impact des sécheresses. Donc vous voyez que plus il fait chaud, plus les couleurs sont foncées, ça veut dire que plus la durée des sécheresses est longue. Et encore une fois, il ne s'agit pas forcément de quelques jours en plus chaque année, mais d'épisodes de sécheresse qui sont particulièrement sévères. Comme on peut voir aujourd'hui, malheureusement, en Californie, on peut s'attendre vraiment à ça, c'est-à-dire avec 3, 4, 5 années de sécheresse. Vous avez vu le niveau des réservoirs pour l'hydroélectricité qui sont complètement abaissés. Une catastrophe aussi, enfin une des difficultés particulières à la gestion de ces études. Donc voilà, chaque demi-degré compte, y compris pour la ressource en eau en France. Et par rapport à ces problèmes, on a un deuxième souci qui s'ajoute, c'est donc le problème de la pollution de l'eau, donc pour le coup qui est purement local, c'est nous qui polluons notre eau. Et si on fait un petit zoom, là j'ai juste pris 2 stations de piézométriques sur les environs de Poitiers. Donc ici vous avez une des stations où on voit l'évolution de la concentration en nitrate et de la somme des pesticides dans le temps. Et en fait, voilà, on voit que pour cette première station, la somme des pesticides, non, c'est les nitrates qui sont largement, ça a dû se déplacer, excusez-moi, mais la limite est à 50 mg par litre, donc elle a été dépassée en gros dans les années 2000, et on est largement au-delà de la limite de potabilité de l'eau, pourtant de cette nappe qui d'habitude est plutôt de meilleure qualité des nappes que les autres surfaces. Et puis ici, pour ce deuxième piézomètre, là c'est la limite en termes de pesticides qui est déplacée. Vous avez vu sans doute les reportages qui sont sortis la semaine dernière là, sur les contaminations aux pesticides. On a vraiment cette double problématique d'une pollution de l'eau par les fertilisants notamment et les produits chimiques qui menacent vraiment la qualité de la ressource en eau et donc son usage. Donc ici, c'est un résumé de l'état des lieux donc, qui a été fait. Le dernier, c'était, je crois, en 2018. Donc la carte date de 2021, là, mais qui montre le nombre de stations de points de contrôle qui dépassent au moins une norme de qualité de l'eau en termes de potabilité. Et là, vous voyez que, en fait, il y a... Bon, alors, vous n'êtes pas forcément la région la pire, mais voilà, il y a énormément de dépassement de qualité de l'eau en France. Et si on regarde sur les nappes, et en particulier l'évolution de la concentration des pesticides des nappes, vous avez une carte à droite qui date de 2018 et à gauche de 2010. Vous voyez la très forte dégradation de la qualité des eaux souterraines avec les pesticides. Clairement, on n'en est qu'au début parce que tous ces produits, toutes ces molécules chimiques, elles mettent du temps à arriver aux nappes. Et donc... ça, c'est un premier problème, on a un temps de transfert. Un deuxième problème, c'est qu'on ne sait pas forcément très bien mesurer et qualifier tous ces impacts. Donc ça veut dire que là, on est en train de dégrader notre ressource en eau. Donc non seulement on s'attend à en avoir moins et avoir une qualité qui se dégrade. C'est vraiment un problème cumulé qui est important. Donc en termes d'adaptation, donc là, évidemment, on voit qu'il va falloir un petit peu adapter les éléments. Donc, en termes d'adaptation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a tout un tas de solutions. Donc, moi, je mets en avant ici d'abord l'anticipation. L'anticipation, ça permet quand même de se projeter au moins sur les prochains mois. Et les prochains mois, c'est toujours plus facile. Comme disait François Gémen, c'est plus facile d'imaginer les quelques prochains mois que les 35 prochaines années. Donc voilà, on développe des prévisions saisonnières. Ici, c'est sur la ressource en eau souterraine. Donc vous avez ici les nappes, le système Poitou-Charentes, donc Poitiers, je pensais par là. Et vous avez les prévisions de l'état de la ressource en eau. Donc en rouge, c'est quand c'est très sec. En orange, c'est un petit peu sec. Et ça, c'est les prévisions qui ont été réalisées là en septembre pour décembre et de cette année décembre 2022. Donc vous voyez que ça reste très rouge, ça ne va pas du tout s'améliorer. Et pour février 2023,
avec beaucoup de doutes sur ces prévisions en 2023, parce que par contre, on sait que la qualité des prévisions se dégrade encore pour l'instant sur la période hivernale. On a beaucoup moins de visibilité. Donc autant pour les prévisions en fin décembre, on est quasiment certain malheureusement, mais autant pour février, beaucoup plus de doutes. Et là, malgré tout ce qu'on a, c'est quand même une tendance à pas avoir une ressource en eau très bien reconstituée à la fin de l'été. Donc ça, c'est un premier point. Donc essayer d'anticiper l'évolution de la ressource. Ça permet de prendre des décisions de sobriété, des décisions peut-être de gestion différentes. Et ensuite, quelle autre solution ? C'est d'abord reconquérir une bonne circulation de l'eau. Ça, c'est très important. Vous avez sans doute entendu dire que on a beaucoup travaillé à accélérer le cycle de l'eau en France. On a évacué l'eau des villes et des zones rurales par tout un tas d'aménagements, en particulier du drainage ou de l'écoulement. Et aujourd'hui, maintenant, il faut le reconquérir. Et ça va passer par les sols. Parce que les sols, c'est la première ressource en fait qui reçoit la pluie. Enfin, c'est le premier milieu qui reçoit la pluie. Et vraiment, c'est lui qui est le plus efficace pour reconquérir en fait un meilleur cycle de l'eau. Donc c'est vraiment grâce à une reconquête des sols, de leur structure, de leur biodiversité, la vie du sol. En fait, on avait oublié ça parce qu'on l'avait su, mais la vie du sol qu'on tue aujourd'hui avec des insecticides et toutes sortes de biocides. Pourtant, les champignons sont extrêmement importants. Toute cette vie-là, elle est importante pour aussi conserver l'eau dans les sols. Et donc, le fait d'améliorer la vie du sol, ça va également jouer sur la ressource en eau. Et donc, on a tout un cycle entre biodiversité, fertilité, structure du sol, maintien de l'eau du sol, et aussi, bien sûr, un feedback positif, une rétroaction positive. Quand on gagne de la qualité dans les sols, on contribue à l'atténuation du changement climatique. Donc, c'est aussi un double effet positif. Comment on fait pour gagner une meilleure qualité des sols ? Finalement, d'abord, on arrête l'artificialisation. C'est l'objectif du zéro artificialisation net. Honnêtement, il faudrait aller plus loin. Il faudrait aller carrément sur du zéro artificialisation brute. Mais vous êtes bien placé pour savoir que déjà, le zéro artificialisation net, c'est pas facile. Mais voilà, donc c'est pas facile, mais c'est peut-être pas suffisant. Il faut bien sûr éviter l'imperméabilisation de toute surface. Et puis, il faut travailler sur les zones rurales, sur les sols agricoles qui sont souvent abîmés, qui sont devenus moins fonctionnels. Voilà. Alors, je suis pas agriculteur, je suis pas non plus agronome, j'ai pas une compétence complètement énorme sur ces aspects-là, mais on a étudié, notamment par le conseil scientifique du comité de bassin Seine-Normandie, et je vais faire un zoom sur l'agroforesterie, qui est un élément vraiment important a priori pour gagner de la qualité des sols, pour la qualité de l'eau et pour la ressource en eau. Et donc voilà, l'agroforesterie, on le voit, moi je l'imaginais dans les tropiques avec des plantations de caféiers en dessous de grands arbres, voilà. Mais en fait, ça inclut aussi des bocages, donc des éléments qui sont vraiment dans nos paysages. Et puis ça inclut aussi des nouvelles façons de cultiver nos champs de céréales, avec donc des plantations d'arbres à une certaine distance qui permettent quand même de ne pas laisser passer les tracteurs. Et ça s'est d'abord développé dans le sud de la France, mais c'est tout à fait valable à nos latitudes et au nord de la France. Et c'est vraiment une solution qui est très intéressante. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture en fait aussi la promotion, parce que ça permet de réduire de façon très importante le ruissellement, l'érosion, les transferts d'herbicides, les pertes en nutriments. Ça permet d'augmenter la porosité du sol, de réalimenter en eau les cultures, et ça a plein de bénéfices sur la biodiversité et en plus sur le stockage de carbone. Et c'était d'ailleurs promu comme une des solutions les plus efficaces par le rapport du GIEC spécial sur l'occupation des sols. Donc, tout plein de bénéfices de l'agroforesterie pour le sol. Bien sûr, c'est pas les uniques façons de s'adapter. Comme adaptation, il y a toujours ralentir les écoulements, donc aller à contresens de ce qui a été fait durant les dernières années, les dernières décennies.
Ça passe également par prendre soin des zones de rétention naturelle. On parle toujours des zones humides, donc c'est un petit peu, ça revient tout le temps, protéger les zones humides, éviter, réduire, compenser. On voit bien que cette politique, elle n'a pas réussi à être efficace, mais pour autant, il ne faut pas l'abandonner. Chaque zone humide protégée ou chaque zone humide compensée contribue à ces effets. Et bien sûr, prendre soin des nappes. Les nappes, c'est une ressource en eau vraiment conséquente qu'on ne pourra pas recréer artificiellement. Donc aujourd'hui, on est en train de les polluer, on est en train de les dégrader, c'est une vraie perte. Et puis bien sûr, la sobriété des usages, on n'y arrivera pas sans sobriété. Quoi qu'on fasse, même si on arrive à reconquérir une bonne qualité des sols, eh bien ça veut dire que les sols, ils seront capables d'alimenter tout seuls la végétation qui est au-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura plus de débit en rivière. Ça c'est sûr, il faut oublier le fait qu'on aura des débits comme on a connu en rivière. Alors on aura toujours des crues, mais la plupart du temps on aura moins d'eau. Et ça veut dire que les usages, les prélèvements qu'on fait dans ces ressources en eau, qu'ils soient en rivière ou en nappe, ils doivent être quand même compatibles avec la ressource en eau disponible et donc moins importants. Voilà. Donc pour conclure, clairement, l'eau elle est menacée par le dérèglement climatique, mais aussi par nos activités humaines, et que ce soit pollution ou prélèvement. Et donc toutes les solutions d'adaptation, elles doivent essayer finalement de multiplier des co-bénéfices. Ces co-bénéfices, c'est bien sûr sur l'atténuation du changement climatique. De toute façon, on n'y arrivera pas sans atténuer nos impacts sur le climat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'adapter à un climat qui ne passe son temps à évoluer. En amont, il faut s'adapter sur un climat qui est stable, quoi. Donc il faut viser quand même au moins de stabiliser le réchauffement de la planète, même si ça, c'est pas évident. Il faut bien sûr préserver la biodiversité. C'est la biodiversité, c'est un atout en fait pour notre adaptation, et donc on perd des compétences en perdant de la biodiversité. Bien sûr, ça passe par la préservation du sol et la réduction des pollutions. L'attention biodiversité pollution, ça y va dans ce sens-là. Et donc moi je pense qu'il faut bien penser que chaque investissement que l'on fait, il doit nous rapprocher du point d'équilibre et non pas nous rapprocher du point de bascule. Et vraiment, en ce qui concerne l'eau, on est vraiment très souvent proche d'un point de bascule, ce qu'on a pourtant beaucoup de mal à qualifier, à quantifier et à anticiper. Et donc, vraiment, il faut éviter de passer d'une situation où on a un milieu qui est en équilibre avec une ressource, et que nos actions, finalement, le fassent passer à un état où il y aura vraiment, il va se passer des centaines, voire des milliers d'années avant de revenir au point d'équilibre antérieur. Donc voilà, pour ma contribution. Merci. Merci beaucoup. Alors, même chose que tout à l'heure, un grand merci. C'est éclairant, et je vais vous demander si vous avez des questions ou des remarques particulières. Robert. J'ai bien posé la première. Dans les cartes que vous nous avez montrées sur le Poitou-Charentes, enfin sur le Poitou-Charentes ou tout cas la région, on voit donc une partie, on voit une partie qui est jaune et rouge, et puis une partie qui est plus verte et bleue. C'est dû à la géologie, c'est dû à quoi? C'est la géologie. C'est parce que c'est uniquement les eaux de surface qui sont représentées là. Donc en fait, on est sur des aquifères de socle, et donc les zones en grisées sont pas vraiment représentées. Et après, les parties en vert sont vraiment les parties alluviales, et donc c'est pas vraiment là où il y a le plus de prélèvements finalement. C'est moins pertinent sur ces parties-là. Voilà. Il aurait fallu qu'on aille chercher l'information sur les nappes en dessous. Ouais. D'autres questions? Oui, Jérôme. Bonjour à tous. Sur la question de l'eau, les collectivités sont amenées à se positionner sur les réserves de substitution. J'aimerais avoir votre éclairage, parce que parfois ça nous est présenté comme une réponse justement à la ressource en eau. On entend de tout et son contraire, donc je voudrais vraiment avoir votre position. Merci pour cette question. Les réserves de substitution, elles ont été conçues pour substituer donc des prélèvements à une période à des prélèvements à d'autres périodes, parce qu'il y avait des problèmes sur les prélèvements qui étaient trop importants
Hein, c'est bien pour ça qu'on a pensé à ce concept de substitution. Donc en fait, on est face à une forme de résolution d'un problème qu'on a eu dans le passé. Donc on essaye de résoudre un problème de surprélèvement qu'on a eu dans le passé. Et donc on peut se dire que ok, ça peut peut-être contribuer à régler ce problème-là, mais est-ce que c'est adapté à la résolution des problèmes du futur ? Voilà, ça c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Il y a déjà des retours d'expérience finalement sur ces retenues dites de substitution où finalement la question de est-ce qu'on substitue vraiment les volumes prélevés, il y a débat, finalement ça permet de prélever plus d'eau. Bon, c'est un petit peu fait pour ça aussi, hein, puisque c'est fait pour ne pas être limité lors des sécheresses. Donc voilà, là, il y a cette question-là, mais clairement, comme je vous l'ai dit, vu qu'on anticipe d'avoir des sécheresses plus longues dans le futur, eh bien, clairement, on a peur de ne pas pouvoir remplir ces retenues lors de sécheresses longues et cumulées. Cette année, la sécheresse, elle a commencé quand même assez tôt, en octobre, au niveau des nappes. Hein, donc, si par exemple ça ne se renouvelle pas, si on n'a pas quand même des pluies très abondantes cet hiver, eh bien, comment on va pouvoir remplir ces retenues alors qu'on en est finalement qu'au tout début de ces impacts du changement climatique sur la ressource en eau. Donc c'est vraiment la question de la durabilité de cette solution qui a été émise pour encore une fois régler un problème du passé, elle se pose. Et puis surtout, en fait, il y a une autre frayeur finalement en tant que scientifique qu'on peut avoir par rapport à ces retenues. C'est le développement, en fait, la dégradation de la qualité de ces eaux qui sont stockées. Alors, c'est pas uniquement propre aux retenues de substitution. Hein. C'est vrai sur tous les lacs, hein, les développements de cyanobactéries. Donc, c'est pas du tout ma spécialité, mais on dépose là justement des projets de recherche pour travailler sur ces enjeux-là, donc de la qualité de l'eau au sein des retenues, qu'elles soient en température ou en développement d'algues. Ces cyanobactéries, on voit bien qu'elles se développent monstrueusement dans des pays comme le Canada. Pourtant, c'est des retenues complètement naturelles, hein, c'est des lacs, voilà. Et donc, il y a toutes les chances que ce soit pire en fait chez nous. Pourquoi ce sera pire? Parce que nous, en plus, on a des eaux qui sont très polluées avec des fertilisants. Donc en fait, ça risque vraiment d'être pire. Et donc ça perturbe l'utilisation de ces eaux pour l'eau potable. Mais même si c'est pas un usage d'eau potable, eh bien qu'est-ce que vous allez faire de toute cette biomasse qui va boucher vos pompes, etc. Donc il y a un vrai problème aussi là. Donc encore une fois, finalement l'eau, elle sera quand même toujours mieux dans la nappe à être prélevée quand vous en avez besoin, que stockée en surface pendant des mois, à être dégradée en termes de qualité, à s'évaporer, etc. Donc, enfin voilà, là il y a quand même un enjeu. Alors honnêtement, on n'a pas tous les éléments, ça reste pour nous quand même des questions de recherche, mais malheureusement, en hydrologie, on ne fait pas que des projections dans le futur, on fait aussi des projections latérales. On regarde ce qui se passe à côté et on se dit, oula, si ça arrive, on va être mal. Donc voilà. Donc pour les retenues de substitution, il y a ces deux problématiques, le remplissage et la dégradation de la qualité. Voilà. Merci beaucoup. D'autres interventions? Eh bien, ce que je vous propose, c'est éventuellement... Ah oui, pardon, vas-y. Oui, madame, je voulais vous poser la question suivante au sujet des eaux recyclées, parce qu'on parle beaucoup des eaux recyclées pour l'agriculture en particulier, qu'on pourrait garder certains fertilisants. Est-ce vraiment possible et qu'en pensez-vous ? Alors, tout ce qui est réutilisation des eaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Ça nous paraît un petit peu disproportionné, les débats qu'il peut y avoir sur ce qu'on appelle le reuse. Hein, je ne sais pas si vous l'entendez comme ça. Parce que finalement, aujourd'hui, l'eau des stations d'épuration, donc l'eau potable qui est traitée aux stations d'épuration, elle revient au milieu. Donc, elle est déjà réutilisée, en fait. Hein. Elle est déjà réutilisée par le milieu aquatique. Elle est déjà reprélevée en aval par une autre station d'alimentation en eau potable qui va... Donc en fait le reuse, en fait quelque part il existe déjà. Donc en fait un reuse qui viserait, en fait finalement le reuse qui joue sur la sobriété, et c'est vraiment des enjeux que vous pouvez avoir au niveau
au niveau territorial, c'est-à-dire c'est d'utiliser l'eau plusieurs fois dans un même bâtiment, par exemple. C'est-à-dire utiliser l'eau grise pour en faire, l'eau grise, la recycler pour les toilettes, des choses comme ça. Avoir plusieurs usages de l'eau dans une même industrie, dans un même bâtiment, ça c'est vraiment une sobriété, puisque simplement on fait plusieurs usages avant un retraitement. Ça, c'est très bien. Par contre, aller dire que l'eau qui sort de la station d'épuration, plutôt que de retourner dans le milieu, elle va aller faire un autre usage, c'est juste faire un usage, en fait. Alors, il y a malgré tout des endroits où ça peut avoir un sens. Pour les humains, en tout cas, c'est au niveau des zones côtières. Au niveau des zones côtières, les gens ils se disent mais j'ai beaucoup de demandes et je rejette beaucoup d'eau directement à la mer, c'est une perte. Bon, alors un humain, il va le voir comme ça. Peut-être que la biodiversité marine ne le voit pas comme ça parce qu'elle a aussi besoin d'une eau douce de qualité. Mais bon, on peut se dire que ça peut être intéressant pour les zones côtières. Et puis après, effectivement, il y a quand même certainement des endroits où c'est intéressant de regagner une qualité de l'eau en sortie directement des stations d'épuration qui soit une qualité d'eau potable. Mais il faut bien comprendre que ce sera très coûteux en énergie. Et donc là, on voit tout le process entre eau, production d'énergie. Donc ensuite, si on est obligé de dépenser énormément d'énergie pour regagner une bonne qualité de l'eau, on voit que ces fameuses rétroactions, elles ne sont pas évidentes. Merci. D'autres questions ? Eh bien, je vous propose de regagner l'étage où nous allons pouvoir continuer d'échanger tranquillement autour d'un verre de l'amitié. En tous les cas, moi, je tiens vraiment à vous remercier parce qu'on a engagé déjà des politiques publiques sur Grand Poitiers. On avait déjà ces notions, bien sûr, de sobriété. On voit bien, moi j'ai retenu certains éléments. D'abord, on est d'accord sur des actions immédiates, une trajectoire. J'ai bien retenu ces questions. Et la sobriété, tout confondu. On n'est pas que dans, effectivement, les consommations, on est aussi dans l'espace, etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc le climat, il est là. Ça, c'est clair. La diminution de notre ressource en eau, elle est là également. Et donc, en tant qu'élus, nous, à travers nos différentes politiques publiques, eh bien, nous devons mettre en place cette fameuse trajectoire. On avait écrit déjà notre PCAET, notre schéma directeur des énergies, notre plan alimentaire territorial, enfin, toutes les politiques publiques qui sont en route. Je crois qu'on a les clés en main. On savait ce qu'on devait faire, on savait pourquoi. Maintenant, avec votre intervention, on sait comment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour dire que vraiment, vous pouvez compter, je pense que je parle au nom de tous mes collègues, vous pouvez compter sur nous aussi pour vous accompagner si vous avez besoin à un moment donné de conseils ou d'un avis sur tel ou tel plan. Vraiment, sachez qu'on est vraiment au service de la société, des collectivités et qu'il y a énormément de choses à faire dans les collectivités et que parfois l'échelon de la collectivité permet de dépasser certains blocages et certaines polémiques stériles qu'on a au niveau national pour avancer. Léonore, pardon. Non, merci. Après avis du cabinet, comme on est un tout petit peu en avance, il y a un sujet dont M. Gémen avait dit qu'il parlerait justement. Je me permets, est-ce que justement sur le rôle des collectivités, en fait, vous aviez dit en introduction que les collectivités avaient un rôle clé à jouer. Je serais assez curieuse, si Florence l'autorise, de vous entendre parler 5 minutes sur quelle est la priorité, quel est le levier pour vous dans le rôle des collectivités. Ah oui, accordé. Je ne voudrais pas retarder le verre de l'amitié. Non, mais simplement peut-être sur le rôle des collectivités, je pense qu'il faut être conscient que quand on regarde aujourd'hui l'empreinte carbone du pays, on a essentiellement une empreinte carbone qui vient des transports, du logement et de l'agriculture. Et les collectivités ont énormément de leviers à actionner et peut-être même davantage de leviers que l'État lui-même sur ces secteurs, sur tout ce qui est offre de transport public, aménagement de la voirie, des pistes cyclables, de nouveaux types de mobilité, sur la multimodalité, complémentarité, train-voiture. Il y a énormément de choses que les collectivités peuvent faire. Sur les politiques de logement, il y a également énormément de choses, notamment en termes d'aide, de primes à la rénovation des logements, et aussi sur les bâtiments publics, c'est-à-dire que sur les questions des bâtiments scolaires, par exemple, ou des bâtiments universitaires, il y a énormément de choses que les collectivités peuvent faire. Évidemment, sur les questions d'aménagement du territoire qui sont directement liées aux questions d'agriculture et d'artificialisation des sols dont on a parlé, il y a énormément de leviers
que les collectivités peuvent actionner. Et ça, je crois que c'est vraiment important de ne pas toujours trop attendre du gouvernement, en sachant que voilà, nos démocraties sont des gros paquebots qu'on va pouvoir manœuvrer un peu à gauche, un peu à droite, mais qui parfois ne vont pas avoir la souplesse nécessaire que pour faire les virages importants qui sont requis aujourd'hui par l'action contre le changement climatique. Énormément de choses aussi que les collectivités peuvent faire en matière d'adaptation. Sur la question de la végétalisation des villes, ça c'est un point, mais il y a des aspects par exemple sur les cours de récréation des bâtiments scolaires qui ont tendance parfois à être toutes bétonnées aujourd'hui et donc à augmenter la chaleur des bâtiments et donc à faire baisser aussi les résultats scolaires des élèves. Enfin, vous avez aujourd'hui toute une série d'études qui associent les pertes de concentration chez les étudiants, chez les élèves et les pertes de productivité des travailleurs aux fortes chaleurs. Et donc ça va être un enjeu aussi, y compris en termes de résultats scolaires, par exemple. Et donc vraiment, il y a toute une palette d'activités. Et aussi, je crois, ce qui est très important, c'est que les collectivités se parlent entre elles. Et que donc il y ait des réunions entre collectivités qui ne sont pas en compétition les unes avec les autres, mais qui au contraire vont pouvoir voir ce qui a bien marché dans telle ou telle ville, ou dans telle région, ou dans telle association de communes, et pouvoir mettre ça en commun. Et ça, je crois que c'est vraiment la question du partage des bonnes pratiques. Et donc de pouvoir tester certaines solutions, certains modes de concertation au niveau des collectivités. C'est très important de le diffuser hors des frontières de la collectivité et potentiellement d'engager aussi des partenariats avec certaines collectivités du Sud qui peuvent être très riches, notamment en matière de solutions d'adaptation. Et ça me paraît très très important. Aujourd'hui, on a vraiment des échanges qui peuvent être bénéfiques où les municipalités du Sud peuvent apporter énormément de solutions en matière d'adaptation, tandis que les municipalités du Nord peuvent apporter beaucoup de solutions en matière d'atténuation, parce que simplement aujourd'hui, il y a une question de transfert de technologies et de coûts de ces technologies qui souvent ne sont pas accessibles dans les pays du Sud. C'est par exemple un autre problème du nucléaire, c'est que c'est des investissements qu'on fait pour nous et qui ne seront jamais accessibles aux pays du Sud. Tandis que toute une série d'investissements technologiques sur les renouvelables peuvent être transposés très facilement dans les pays du Sud. Donc ça aussi, c'est un axe que je préconiserai pour les collectivités. Dernier point qui me semble très important sur les collectivités, c'est la question de la démocratie. Aujourd'hui, on sent bien qu'on touche un peu à certaines limites de la démocratie représentative dans sa capacité à prendre en compte ces enjeux de long terme et à opérer les virages nécessaires. Simplement parce qu'on est dans un format de démocratie représentative qui, par essence, va chercher à représenter différents intérêts. Et les partis politiques vont s'organiser pour représenter différents intérêts, différents segments de la population. Et le gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, va forcément devoir tenter de trouver une forme de consensus social qui essaye de satisfaire ces différents intérêts. Et c'est pour ça qu'on est toujours très frustré de l'action du gouvernement, parce qu'il est en permanence soumis à des sortes d'injonctions contradictoires et de la nécessité de satisfaire tel ou tel intérêt qui parfois vont entrer en contradiction les uns avec les autres. Et le problème, c'est que là-dedans, on a du mal à représenter l'intérêt du climat ou de la biodiversité ou de l'environnement, parce que ce sont souvent des intérêts qui par nature vont dépasser les intérêts de telle ou telle catégorie d'électeurs et qui vont être des intérêts de long terme. Et donc je crois qu'on a un vrai problème aujourd'hui, et on sent bien qu'il y a cette crise de la démocratie représentative et le fait que de plus en plus de gens ne se sentent plus représentés dans les institutions de la démocratie. Et que ce déficit de représentation est, je crois, délétère pour l'action climatique, parce que beaucoup de gens ont l'impression d'être prêts à faire des efforts individuels, mais que leurs efforts individuels sont réduits à néant par l'action des gouvernements ou par l'action des multinationales. Moi, très souvent, je suis frappé du fait qu'en conférence, j'ai des gens qui me disent « Mais ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? C'est le gouvernement qui décide. »
Mais je dis, les gars, dans une démocratie libérale, vous ne pouvez pas dire « c'est pas notre faute, c'est le gouvernement ». Que vous aimiez ou pas le gouvernement, il a quand même été élu, il a une légitimité démocratique. Et donc vous ne pouvez pas dire « c'est le gouvernement » comme si vous ne portiez pas une forme de responsabilité, comme si vous n'étiez pas aussi un peu comptable de l'action du gouvernement. Et donc je suis frappé du fait que les gens se sentent complètement déconnectés de l'action publique et ont le sentiment que leur voix ne compte plus dans la décision collective. Et je pense vraiment qu'il faudra absolument résoudre cette crise de la démocratie représentative si on veut aussi agir efficacement contre le changement climatique. Et l'échelle de la démocratie locale me semble être une bonne échelle pour essayer de réconcilier ça et pour essayer de montrer aux gens que leur voix compte et qu'ils peuvent peser sur la décision publique, qu'ils peuvent peser sur les choix collectifs. Ce qui est très frappant, c'est l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, dont on a aujourd'hui, dont on tire souvent un bilan d'échec parce qu'effectivement le gouvernement a jeté aux orties les recommandations qu'elle préconisait. Et c'est vrai que si on regarde le résultat, c'est un échec. Mais si on regarde le processus lui-même, quelle réussite éclatante! Vous avez 150 citoyens tirés au sort, y compris 3 climato-sceptiques parmi eux, qui vont faire le travail sérieusement, qui vont s'informer, qui vont débattre, qui vont lire plein de documents, qui vont vraiment faire émerger une forme d'intelligence collective et délibérative. Et à la fin, qu'est-ce que vous avez? 150 Greta Thunberg. Il y a quelque chose, je trouve, qui doit nous motiver, nous encourager dans ce processus et nous dire comment est-ce que, à l'échelle locale, on peut aussi former les citoyens, faire naître de nouvelles formes de démocratie délibérative qui permettent aux gens de sentir qu'ils ont un poids sur les décisions collectives et que donc il peut y avoir une sorte d'articulation et de cohérence entre ce qu'ils sont prêts à faire individuellement dans leur mode de vie, dans leur choix de consommation, et la décision publique et la décision collective. Et je pense que c'est ça aussi qui va permettre à l'action climatique d'être aussi un grand projet démocratique où les gens ont l'impression que la décision collective est en accord avec leurs choix et les valeurs individuelles. Et ça me paraît aussi très régénérateur pour la démocratie elle-même. Effectivement, d'ailleurs, j'en profite pour préciser que nous avions invité les élus, l'administration et les membres du Conseil de développement aujourd'hui. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont présents. Merci beaucoup. Non, mais c'était une belle conclusion sur la démocratie, effectivement. Donc, je vous propose qu'on se retrouve autour d'un verre. Merci encore.